Bien, Jean-Louis Collinet, bonjour. Vous êtes le directeur du Théâtre National, mais aussi du Festival de Liège. Vous avez fait un long parcours après l'INSAS à travers l'ensemble du champ théâtral. Aujourd'hui, voilà, vous arrivez tout doucement au bout de votre carrière, mais on peut dire que vous avez quand même une vision un peu panoramique de ce secteur qui a... Une vision de sage, on pourrait dire. Je ne sais pas si elle est sage, mais en tout cas, elle est panoramique du secteur. Alors, ces 10 dernières années, qu'est-ce qui a bougé fondamentalement dans le champ théâtral? Je pense que ces 10 dernières années, je ne sais pas, en tout cas globalement, ce qui a bougé, c'est qu'il y a une sorte d'effervescence, de ferveur, de bouillonnement dans le chef des jeunes créateurs qui est beaucoup plus intense qu'autrefois, ça c'est clair. Dans le même temps, c'est une époque difficile pour les pouvoirs publics, c'est-à-dire on entre dans une époque où les États investissent de moins en moins d'argent dans la culture, donc on est dans une espèce de tension, de torsion entre une attente, une demande, un espoir, et d'autre part, une réalité qui est incontournable, qui est celle de l'austérité. Alors, je pense qu'à la fois, c'est terrible, ça peut être même régulièrement tragique, et en même temps, ça crée, je trouve, une sorte de créativité. Je ne veux pas du tout faire l'apologie de la pauvreté, mais je pense qu'il y a aujourd'hui, en tout cas de façon subjective et quelque peu poétique, il y a aujourd'hui une sorte de créativité chez les jeunes, l'art de la débrouille, qui est socialement toujours limite, mais qui artistiquement produit des choses. Par exemple, aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que sur le plan international, c'est quand même un domaine qui retient fort mon attention au plan théâtral. J'observe que, par exemple, la Belgique francophone, sur le plan international, sur le plan théâtral, existe, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans. Il y a de plus en plus de compagnies ou d'artistes qui sont connus internationalement, qui sont regardés, qui génèrent l'intérêt. Donc je sens en communauté francophone, en Fédération Wallonie-Bruxelles, une sorte de renouveau, de bouillonnement, d'effervescence. Bon, alors je pense que la classe politique francophone prend tout doucement conscience que la culture, pas seulement le théâtre, parce que on a entre gens de théâtre souvent tendance à considérer que la culture c'est le théâtre, c'est la musique, ou selon l'endroit où on se trouve. Que la culture en général peut être, doit être et peut être très utilement un instrument d'affirmation identitaire. Est-ce qu'on va continuer à être les pauvres de la Belgique? Les Flamands qui étaient les pauvres de la Belgique ont très bien compris à un certain moment, il y a quelques décennies, que pour s'affirmer dans le monde, la culture, les créateurs, pas seulement les créateurs, mais la culture en général, était un instrument important. Moi, je prie, j'incite la classe politique pour qu'elle se rende compte qu'effectivement, elle a le devoir d'instrumentaliser la culture aux fins de cette affirmation de notre capacité, nous francophones, de notre capacité créatrice, de notre richesse. Ce n'est pas du tout un discours nationaliste, c'est ni identitaire, c'est une réalité. Aujourd'hui, je pense par exemple, quand on regarde l'histoire du théâtre flamand et l'histoire du théâtre francophone, bien sûr les Flamands, pour les raisons que je viens de dire, sont connus. Aujourd'hui, chez les jeunes par exemple, c'est clair que les francophones sont en avance vis-à-vis du jeune théâtre flamand qui, lui, subit un peu la contre-vague du fait que ce paysage néerlandophone en Belgique reste dominé par quelques grandes figures, ce qui n'est pas le cas en communauté francophone. Donc voilà, je pense que, c'est cette effervescence, ça je le sens. L'autre tendance qui est beaucoup plus pragmatique, plus triste en réalité, c'est l'appauvrissement, mais ça c'est pas seulement ni francophone, ni belge, ni européen, c'est mondial. L'appauvrissement, la paupérisation, le fait que la culture, dans cette espèce de débâcle de la faillite,
du néolibéralisme, pour parler de façon un peu light, du capitalisme en réalité, cet investissement, cette paupérisation de la culture, fait que le métier, socialement, par exemple, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Moi, je pense que il ne suffit pas d'investir dans les institutions, dans les initiatives. Il faut aussi être très attentif, c'est aussi un message que j'ai envie d'adresser à la classe politique, dans le statut. C'est-à-dire que socialement, les artistes, ce ne sont pas seulement des saltimbanques à qui il faut donner quelques subventions, quelques aumônes, tout ça. C'est aussi des gens qui pratiquent un métier. Ça vaut pour la culture, ça vaut pour le non-marchand en général. Voilà, je pense qu'une société digne, c'est celle qui investit dans ces valeurs-là. Et je n'imagine pas adhérer à une pensée et un mouvement et une action socialiste sans qu'il n'y ait au préalable l'idée que ce qui fonde nos valeurs, c'est l'humain, c'est donc aussi la culture, l'éducation, tout ce qui fait que, tout ce qui aide les gens à marcher droit, à se tenir debout. Voilà, c'est ce qui a fondé le socialisme et ce sont ces valeurs-là. Et je n'imagine pas un seul instant continuer à contribuer au développement de cette pensée ou de cette action s'il n'y avait plus ça au centre de la question. Alors pragmatiquement, on a vécu ces derniers mois un certain nombre de tensions dans le secteur culturel, et notamment des tensions, certains ont appelé la guerre des pauvres, entre les compagnies, les jeunes compagnies, les compagnies qui font de la création, et puis les grandes institutions, dont le Théâtre National, mais pas que le Théâtre National, sur où doivent être affectés les moyens de la création, les jeunes compagnies estimant qu'elles devaient être mieux dotées, les institutions dénonçant le fait que structurellement, elles ont des coûts plus importants et que de fait, les moyens qu'elles peuvent affecter à la création à budget constant sont moindres. Comment on avance sur cette question? Alors, on avance. D'abord, je ne vais pas donner de leçons à personne. Par contre, je vais exprimer ma vision personnelle, puisque c'est un peu l'occasion qui m'est donnée ici. On avance de trois façons. Un, on fait des choix. C'est-à-dire que quand on ne peut plus tout faire, il faut choisir. Donc il faut mettre un ordre de priorité et dire globalement, ça certainement, ça peut être, et ça certainement pas. Je pense qu'en gros, le bilan de deux législatures en matière de culture, c'est globalement ce qui a été fait. Si on avait un peu plus de temps, je pourrais affiner un peu, nuancer un peu. Globalement, c'est ce qui a été fait. Deuxièmement, je pense que les structures, c'est-à-dire ce qu'on appelle les institutions. Moi, j'aime pas du tout ce mot-là, parce que les institutions, c'est quand même franchement les services publics. Les structures de théâtre, c'est-à-dire les structures qui sont dotées d'un bâtiment. Les grandes maisons, quoi. Oui, grandes ou moyennes ou petites, mais enfin, les gens qui ont à disposition un outil. Ils n'ont pas de raison d'être, si ce n'est de vivre, de faire vivre, d'accueillir, de porter, d'accompagner des créateurs, jeunes ou moins jeunes, parce que gardons-nous du jeunisme aussi. C'est très capitaliste comme idée de dire les jeunes et tout. Donc les artistes et les compagnies. Donc ça veut dire, d'une part, moi je suis pour l'idée qu'il faut conforter les structures grandes, petites, moyennes, petites, dans leur mission, dans les moyens qu'on leur apporte, mais en étant plus contraignant, plus coercitif sur le lien qu'on entretient avec. Un exemple, pas pour vendre ma soupe, mais moi j'ai décidé qu'au Théâtre National devrait prévaloir maintenant les jeunes. Plein de théâtres le font. Et donc je n'invente rien. Mais je me dis, sauf que dans toute son histoire, le Théâtre National l'a fait sans doute un peu tout au début, mais moi je ne connais pas très bien les origines du Théâtre National. Et puis pendant tout un temps, l'a beaucoup moins fait, parce qu'on s'est dit, les grosses maisons, c'est pas trop pour les jeunes c'est les petits théâtres. Non. Moi je pense que si aujourd'hui on n'investit pas dans les nouvelles générations, avec exigence, on est mort. Le théâtre va mourir. Le théâtre va mourir, voilà. Et j'ajouterai un troisième, qui n'est pas trop lié au
au milieu théâtral, mais qui l'est de toute façon et d'une certaine façon, c'est que moi je pense que ce dont je viens de parler, c'est un peu la diversité, c'est-à-dire l'offre. Il faut soutenir les créateurs dans leur diversité. Il y a plein de domaines artistiques, il y a plein de domaines culturels. D'un autre côté, il y a le public et les citoyens. Parce que l'art n'existe pas sans le plus grand chef-d'œuvre au milieu du désert. Ça n'a pas de sens. Bon. Et c'est là où, si moi, de fait, on m'interroge sur une politique culturelle à venir, un troisième domaine qui pour moi est essentiel, qui est à développer, c'est celui de la culture de proximité. Et c'est quoi la culture de proximité? Ce sont les centres culturels. Alors pourquoi? Les centres culturels, ce sont à la fois des structures qui sont proches du public, qui sont un lien entre tout le monde de la création artistique et les citoyens, le public, les gens, d'une part, et d'autre part, pourraient, s'ils étaient correctement soutenus sur un plan financier, constituer une sorte de marché, excusez-moi du terme, c'est-à-dire un territoire de possibilités pour les artistes. Aujourd'hui, une compagnie qui crée dans un hangar de la périphérie, hein, je ne caricature pas, mais voilà, on est souvent à ça, au maximum, si elle a de la chance, elle va jouer 6 fois, et puis c'est fini. Donc beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir, d'enthousiasme, qui finalement se réduit à très peu de choses. Les centres culturels pourraient constituer un vrai réseau à deux conditions. Un, qu'ils soient refinancés. Et moi je pense que, de nouveau, si j'avais la possibilité, c'est une chose que je ferais, refinancer les centres culturels. Hein. Deux, la question des cahiers de charges. Alors je sais qu'il y a, enfin, moi j'ai connu l'arrêté royal de 73 jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'un des problèmes des centres culturels est leur proximité avec les pouvoirs locaux, qui sont loin généralement d'être les principaux bailleurs de fonds, mais qui sont généralement les principaux censeurs, c'est-à-dire qui sont le plus souvent instrumentalisés par les pouvoirs locaux, et on comprend très bien pourquoi, et quels que soient les partis d'ailleurs, hein, la logique de proximité, ça vaut aussi en politique, je dirais surtout en politique. Et je pense que la question de l'identité de chacune de ces structures, toute petite, moyenne ou grande, est essentielle. C'est-à-dire faire avec chacun, définir avec chacun un cahier de charges dans lequel des choix sont définis, choix sur lesquels les gens seront évalués, jugés, mais à tout le moins donner à ces structures une autonomie, une identité, une possibilité de choisir, en sorte qu'ils puissent être vis-à-vis d'un large public des passeurs, des agences de voyage, c'est-à-dire la possibilité d'ouvrir les imaginaires. D'ouvrir l'imaginaire, de faire rêver les gens, de redonner cette dignité, cette conscience, cette compréhension du monde. Donc ça va du poétique au politique. Je pense que pour moi, les centres culturels restent l'épine dorsale d'une politique culturelle. Moi, je pense que l'axe d'une politique culturelle, ce sont d'une part les choix. On ne peut plus tout faire, donc il faut écarter, choisir, conforter des gens, solidifier, recréer un socle, aller de l'avant et multiplier le partenariat sur le plan international. D'abord, je trouve qu'il y a un territoire autour de nous qui est formidablement fertile, c'est l'Europe, et au-delà, le monde. Merci beaucoup, Jean-Louis Collinet. Avec plaisir. Stéphane Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des responsables de la compagnie Transquinquennale. Alors, on s'apprête à terminer la législature et on a eu pendant 10 ans la même ministre de la Culture, ce qui était une première dans l'histoire de la Belgique. Et donc, pour vous, quels sont les éléments forts dans le domaine théâtral, dans la politique théâtrale de ces 10 dernières années? La première chose, je dirais, c'est la fin du moratoire sur la subvention des nouvelles compagnies. Donc ça, c'est une première chose qui a été vraiment un changement. Bon,
Bon, la deuxième chose, c'est le processus qui a été entamé par les États généraux de la culture, le nouveau décret des arts de la scène, ça qui a quand même changé pas mal les choses. Et je dirais, là, sur les 2 ou 3 dernières années, c'est l'alignement de l'examen des contrats programmes et des conventions de manière transversale. C'est-à-dire que bon, c'est le premier exercice, la première fois que ça se fait, mais ça change quand même tout à fait la perspective à la fois dans laquelle les opérateurs doivent se positionner et aussi la perspective dans laquelle les opérateurs sont examinés, qui est que maintenant, comme on a une perception transversale, on perçoit plus les questions de paysage culturel, les questions de diversité, les questions j'ai envie de dire, de réflexion d'une éventuelle ou d'une politique culturelle par rapport, d'une part, sur le plan spatial, géographique, mais aussi d'autre part sur la diversité des propositions artistiques. Voilà, je trouve que ça, c'est un gros changement parce que ça change la possibilité, enfin la façon de voir le paysage culturel, à la fois pour les opérateurs et pour l'administration et le pouvoir politique. Je pense qu'on est au tout début, qu'on n'a pas encore pu tirer les enseignements de ça, que ça va prendre quelques années, mais je pense que c'est fondamentalement un bien parce que c'est aussi potentiellement le moyen de mettre en place des systèmes d'économie structurelle qui seraient des mises en mutualisation, des choses qui seraient sorties de la gestion par un opérateur, mais qui seraient transmises à quelque chose qui serait plus général. Je pense qu'il y a plein de pistes. Il faut qu'on arrive à explorer ces pistes dans les années à venir. Mais je pense que c'est un des seuls moyens d'arriver à gérer, d'une part, la crise, mais aussi la certitude, ou en tout cas l'impression que si le budget de la culture augmente, il n'augmentera pas beaucoup, et il augmentera à un autre rythme, avec une autre pente qu'il a augmenté par le passé. Et donc, si on veut préserver la création, préserver l'innovation, il va falloir réfléchir à produire autrement et essayer de faire des gains sur les méthodes de production pour qu'il y ait plus d'argent qui aille à l'artistique et à la création. Alors, sur la fin de la législature, il y a eu quelques tensions quand même entre les créateurs, les compagnies et puis les grandes institutions, les centres dramatiques, chacun défendant un certain nombre d'intérêts, mais aussi de difficultés objectives auxquelles ils étaient confrontés, pas toujours pour les mêmes raisons, dans les mêmes contextes, mais que ça a un peu organisé une espèce de guerre interne. Oui, et je pense qu'on peut voir ça de deux façons. D'abord, on peut voir ça d'une manière très pragmatique et concrète, sur le fait que les institutions, les gros opérateurs, comme on peut les appeler, ou les grands opérateurs, ont des coûts et des frais fixes très importants. Et qu'avec la non-indexation des subventions, avec par contre l'indexation des salaires, et donc l'indexation de la masse budgétaire qu'ils doivent consacrer à l'emploi dans leur structure, nécessairement, leurs moyens diminuent. Leurs moyens pour la création et pour la production diminuent. Et donc on arrive à, je pense, quelque chose qui doit se placer entre 30 et 10% du budget. C'est évidemment trop peu. On serait légitimement, je trouve, ça serait légitime que ça soit au minimum 50-50. Je dirais même moins du côté des frais de fonctionnement et plus du côté de la création. L'état d'esprit d'ailleurs du législateur à l'époque du décret, c'était plutôt au moins 30%. Au moins 30%, mais on ne les a plus, ces 30%. En tout cas, on ne les a plus en moyenne. Donc voilà, je pense que les gros opérateurs sont là maintenant ils se rendent bien que s'il n'y a pas un changement au niveau de leur financement, donc une augmentation de leur financement, ils vont se retrouver à moyen terme dans des situations où en fait ils vont être des grands parkings vides, ce qui ne leur convient pas, ce qui ne convient pas aux artistes non plus. Maintenant, je trouve qu'il y a aussi, ça c'est la réflexion, et en effet on voit comment les choses peuvent s'arranger de différentes manières, c'est-à-dire en fait comment on va remettre de l'argent pour la création et pour la production dans la culture, et donc pour l'emploi aussi. Ça c'est l'emploi artistique. Donc ça c'est la première question transversale. Mais il y a aussi une autre question, je trouve, de mettre en perspective ce qui se passe, et de se rendre compte qu'au niveau de l'ensemble des industries culturelles, la position de médiateur entre l'artiste et le public, et entre l'artiste et entre l'artiste et le citoyen, dans le sens où, comme les arts de la scène sont des arts subventionnés, en fait notre public c'est le citoyen, c'est le... On est bien dans un service public de la culture. Oui. Et c'est tous ceux qui payent leurs impôts, donc c'est le contribuable en fait, et les contribuables, y compris ceux qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, mais donc les citoyens.
j'ai envie de dire que ce rôle de médiation doit changer parce que la société change. Et que les jeunes aujourd'hui ne sont pas preneurs de cette médiation. En tout cas, pas comme elle est. Je veux dire, la position qu'ils ont par rapport au... enfin, on voit, évidemment, c'est dû à Internet, mais je pense que c'est simplement Internet a fait accélérer quelque chose qui était en cours. Maintenant, par exemple, en musique, la médiation, ce n'est plus une boîte un marchand de disques. Le médiateur entre le champ musical et le spectateur, ce n'est plus la médiathèque non plus. Ce n'est plus la médiathèque, c'est le blog de machin truc qui va me conseiller des trucs parce que je le connais, que j'ai des trucs et on m'a envoyé ça, etc. En littérature, ça a toujours été un peu comme ça, mais ça continue à aller comme ça, sur combien de blogs on voit ou de tweets, etc. Et je dirais, ne parlons même pas des jeux vidéo qui sont quand même la première industrie culturelle au monde, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le cinéma. Le cinéma, même chose, les séries, enfin voilà. Avec, je pense, l'apparition de Netflix en Europe, on va avoir une perspective qui va changer au niveau télévisuel, et je pense que ce n'est pas un mal, surtout au niveau des coûts et de la qualité de la diffusion. Au niveau des arts vivants, on n'a pas encore, je ne pense pas que les opérateurs vont disparaître, mais je pense que ça mériterait de poser une réflexion sur est-ce que le modèle économique que nous mettons en place et le modèle de gestion doit être le seul. Il y a quand même, en communauté française, une relativement faible diversité des modèles économiques en place. Et ne donner crédit qu'aux gros opérateurs, c'est aussi favoriser un seul modèle économique. Par exemple, il n'y a pas de modèle coopératif en culture, en opérateur très peu. Enfin, très peu doté, très petit. Donc on est toujours dans... Il y a très peu de modèles participatifs. Il y a très peu de modèles, j'ai envie de dire, il y a encore plein de possibilités à inventer. Et elles ne sont pas là. Il y a aussi toute la question de la politique de l'accès, qui moi je trouve est pour l'instant encore pas pensée. Bon, on a article 27, mais maintenant les opérateurs le disent bien, les spectateurs font leur marché. Donc on n'est plus dans le schéma d'un spectateur qui va seulement dans un théâtre. Il bouge, il voyage. Donc s'il voyage, comment est-ce que le modèle économique de l'abonnement, le modèle économique du prix de la place, comment ça prend en charge ce voyage? Pour l'instant, il y a des tentatives, mais ce n'est pas non plus très. Bon voilà. Alors après, il y a aussi la question simplement, dans la question de l'accès, à quelle catégorie socio-professionnelle on s'adresse. Et à quelle tranche de la population on s'adresse. La dernière étude sur la consommation des ménages qui a été publiée ça ne s'appelle plus l'Institut national royal des statistiques, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais indiquait quand même que pour tout ce qui était théâtre proprement dit, abonnement et ticket, c'était ce qui est consacré en moyenne par un ménage, donc 2, je ne sais plus combien de personnes, c'est 8 € par personne. 8 € par personne en moyenne sur la population de la Belgique, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que, en fait, en imaginant que le ménage est de 3 personnes, il y en a même que 2 qui peuvent aller au théâtre, voire 1,5. Et quand on voit 8 € par rapport au prix des places, on se dit, bon, 8 € c'est quand même pas non plus, toutes les places ne font pas 8 €. Donc il y a, moi je pense, quelque chose qui révèle que le théâtre s'adresse à une proportion de la population de plus en plus, qui se réduit de plus en plus. Oui. Alors que c'est tout à fait le contraire des objectifs sociaux du théâtre depuis sa naissance. Donc là, il y a pour moi une espèce... Est-ce qu'on est en train de revenir à un théâtre du 19e siècle, qui est un théâtre complètement bourgeois, ou est-ce qu'on essaye quand même de ne pas refaire le même schéma plusieurs fois de suite? Là, pour moi, c'est aussi une question. Je pense qu'il il faudrait qu'il y ait des tentatives, des essais, d'avoir d'autres modèles économiques, entre autres par rapport au public, qui peuvent coexister avec un modèle plus traditionnel. Mais il faut que l'innovation ne soit pas seulement... Enfin, c'est toujours la difficulté à faire comprendre qu'en culture, le modèle économique est un vecteur d'activité artistique. Et il y a une correspondance. On ne peut pas créer n'importe comment. Chaque artiste a derrière chaque artiste, il y a une économie de l'artiste, de cet artiste-là, qui est spécifique. Et on devrait être plus attentif à ça, et à essayer de comprendre qu'il faut une diversité des modèles économiques
la plus large possible dans ce qui est subventionné par la communauté française ou dans ce qui ne l'est pas. Et pour l'instant, voilà. Et donc ça, c'est aussi, j'ai envie de dire, un des gros enjeux pour la prochaine législature, c'est le rapport entre l'administration, le cabinet et les conseils d'administration des théâtres. Puisque c'est les conseils d'administration qui nomment les directeurs. Donc ce n'est pas le cabinet qui nomme les directeurs, donc c'est une preuve de liberté, tant mieux, c'est vraiment très, très juste, mais ça donne une grande responsabilité au conseil d'administration. Et souvent, on peut avoir l'impression que ces conseils d'administration ne mesurent pas la responsabilité qu'ils ont par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire, en fait, ils sont responsables et ils sont d'une certaine manière redevables de leurs actes, pas seulement par rapport au théâtre, mais par rapport à l'ensemble du paysage culturel. Ils n'ont pas nécessairement les clés pour et ils n'ont pas toujours les clés pour ils n'ont pas la clé des enjeux, ils n'ont pas de documents qui pourraient les éclairer, ils n'ont pas de propositions. Voilà, tout ça c'est une vraie question et peut-être qu'il faut repenser le modèle. Peut-être qu'il faut repenser le modèle économique de l'ASBL et se dire peut-être qu'on va faire quelque chose qui est un peu différent, mais bon, ça c'est une législation qui mettrait du temps à s'installer. Mais en tout cas, il faut arriver à ce que la communication se passe mieux entre les conseils d'administration et le monde politique, parce que comme il y a une transversalité des examens, enfin, de l'examen des contrats programmes, ben, nécessairement, ce qui est pérenne par rapport aux politiques et à l'administratif, c'est le conseil d'administration et plus les directeurs comme c'était avant, ou les directrices. Donc là, c'est un changement aussi qui n'est pas un changement dans lequel il n'y a que du négatif, parce que je pense que mais c'est un changement qu'il faut accompagner pour qu'il se passe bien, qu'il tire tous les bénéfices.